Deux journalistes en pointe sur les dossiers africains mettent le président Macron au défi du bilan de ses promesses en Afrique. Le piège africain de Macron du continent à l'Hexagone aux éditions Fayard, que vous signez, Antoine Glaser, fondateur et ancien rédacteur en chef de la Lettre du Continent. Bonsoir. Bonsoir. Et Pascal Hérault, journaliste au quotidien français L'Opinion. Soyez le bienvenu. Les bienvenus dans 64 minutes. Alors, vous énumérez les écueils auxquels le chef de l'État s'est heurté en voulant écrire un nouveau récit national avec l'Afrique. Le piège africain s'est-il refermé sur Emmanuel Macron ? C'est pas encore complètement refermé, mais on voit bien que dans sa tentative d'insuffler une nouvelle politique africaine, il a bien des difficultés. Quand il arrive au pouvoir en mai 2017, comme ses prédécesseurs, il veut rompre avec la France-Afrique et parce qu'il est un peu dans une ambiance où, comme l'a très bien dit Antoine dans son précédent ouvrage Africa-France, il y a une instrumentalisation de cette relation franco-africaine avec des chefs d'État ou même des intellectuels ou des activistes qui sont de plus en plus critiques sur les ingérences militaires, sur la monnaie, sur le lien monétaire que la France entretient avec l'Afrique, le franc CFA, et puis sur aussi un sentiment que Paris tire encore les ficelles et soutient des autocrates qui sont au pouvoir. Donc il va essayer d'être assez disruptif, de confier à des binationaux, c'est sa carte, c'est ce qu'il va jouer, le soin de penser, réfléchir, essayer de mettre en œuvre une nouvelle politique africaine qui passe par le culturel. Et on va y revenir en détail. Vous évoquez Emmanuel Macron, ses prédécesseurs, comme le dit tout bon président français, la France-Afrique, c'est fini. L'ancien modèle de relation entre la France et l'Afrique n'est plus compris par les nouvelles générations d'Africains, comme d'ailleurs par l'opinion publique française. Il faut changer le modèle des relations entre la France et l'Afrique si l'on veut regarder l'avenir ensemble. Le temps de ce qu'on appelait autrefois la France-Afrique est révolu. Il y a la France, il y a l'Afrique, et il y a le partenariat entre la France et l'Afrique. Je ne suis pas venu ici vous dire quelle est la politique africaine de la France, comme d'aucuns le prétendent. Parce qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Alors, Emmanuel Macron vous a accordé un long entretien. Sur cette promesse de sortir de la France-Afrique, il dit « ce truc va passer, c'est générationnel ». Est-ce qu'il fait la bonne analyse ? Oui, dans le sens, quand vous dites que c'est générationnel, il voit qu'il y a un vrai problème. Ça veut dire qu'il a quand même pris la mesure que la France-Afrique, c'est quand même une période historique, c'est-à-dire de la période des indépendants jusqu'à la chute du mur de Berlin. Donc 50 ans, France-Afrique, c'est un gros bateau, avec des réseaux qui étaient avant avec l'État, avec finalement la France-Afrique, très souvent, c'est maintenant activé à partir de Paris que même des chefs d'État africains qui ont leur propre réseau. Donc je pense qu'il n'a pas pris au départ, c'est pour ça que c'est un piège pour lui. Au départ, il n'a pas compris ce que c'était que la France-Afrique. Il est allé devant Il a compris une fois qu'il est devenu président. Une fois qu'il est allé voir les étudiants au Burkina Faso. Il leur a dit voilà, la France-Afrique, c'est la génération Macron. La France-Afrique, c'est terminé. Mais à mon avis, il a mal mesuré que ça se décrète pas la fin de la France-Afrique. D'ailleurs, il le dit. Comment faire changer le regard de l'Afrique sur nous et de nous sur l'Afrique, c'est très long et très ingrat parce que les résultats ne sont pas toujours tangibles. Ce nouveau récit national avec ou sur l'Afrique, il y arrive ou pas ? Il arrive, c'est-à-dire que c'est vrai, comme le disait Pascal, la seule différence avec ses prédécesseurs, c'est que lui, il s'est dit, finalement, je vais faire pas un double jeu, mais coup double. Je vais demander aux Français d'origine africaine qu'est-ce qu'ils pensent de la politique africaine de la France, en disant je tire l'ardoise magique vis-à-vis des étudiants au Burkina Faso en leur disant maintenant il n'y a plus de France-Afrique, je suis comme vous, on ne va pas regarder dans les rétroviseurs. Et ici, il dit aux diasporas, je veux dire de banlieue, en disant voilà, il faut, alors il crée une structure qui n'existait pas auparavant, un conseil présidentiel africain à l'Élysée, sauf que ce conseil présidentiel africain sont plutôt les premiers de cordée et pas tellement ceux qui sont dans les banlieues. L'intérêt de votre livre aussi, c'est que vous mettez en parallèle cette France-Afrique, si je garde un peu la terminologie, que ce soit en Afrique ou en France. En fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il a deux champs de bataille. Alors, il a deux obsessions. Un, c'est changer le regard des Africains sur la politique africaine de la France, sur ces 60 ans de politique africaine depuis les indépendances. Et quand il parle de questions générationnelles, il se
place en président qui anticipe des changements à venir. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'autocrates qui sont là depuis 15 ans, 20 ans, c'est vrai, vont finir par quitter le pouvoir. Et la deuxième chose, il acte de la jeunesse de la population africaine. 60-70% d'une population qui a moins de 25 ans ou moins de 30 ans. Donc qui n'est pas forcément prise dans des logiques historiques, mémorielles de cette relation franco-africaine. Vous parlez de mémoriel, mais il fait un travail là-dessus. Le Rwanda, on en a parlé cette semaine, la restitution des œuvres, etc. etc. Est-ce qu'il a une politique mémorielle? Est-ce qu'on peut la qualifier il a une comme politique, ça? Il a une politique mémorielle, mais je crois qu'il fait plus pour les Français d'origine africaine. C'est plus à usage interne. Sauf qu'évidemment, sur l'Algérie, ça ne fonctionne pas, bien évidemment, compte tenu de l'histoire, compte tenu des douleurs du passé, encore très présentes, en particulier en France. Donc on voit bien qu'avec l'Algérie, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a une instrumentalisation très souvent du pouvoir algérien, de cette mémoire et de leur relation avec la France. Ça sera beaucoup plus facile. Et encore, c'est pas certain avec le Rwanda, avec ce fameux rapport Duclerc qui effectivement dit qu'il y a vraiment une responsabilité accablante de la France dans le génocide rwandais. Donc à partir de ce moment-là, avec le Rwanda, comme il n'y a pas des milliers de Rwandais en France, donc à partir de ce moment-là, il sera peut-être plus facile au niveau de la mémoire. Ça veut dire il essaye de déminer les relations franco-africaines à travers les deux dossiers les plus compliqués, relations avec l'Algérie et relations avec le Rwanda pour le génocide. Sur l'Algérie, le rapport n'a pas été très bien reçu à haut niveau. Mais par contre, il a réussi à débloquer la parole des historiens algériens, qui eux aussi maintenant demandent l'accès à leurs archives nationales. Il fait quand même bouger peut-être. Il fait bouger les lignes. Il y a son ton aussi dans l'entretien qu'il vous a accordé. Il se lâche, par exemple, concernant son homologue ivoirien Alassane Ouattara, dont il dit à propos du 3e mandat, ça a été une déception. Il est assez dur avec Ibeka également. Mais est-ce qu'il est avec tout le monde ou est-ce que c'est un ton? Il est aussi avec Kagame. Hein. Est-ce qu'il le serait avec Idriss Déby, puisqu'il y a une présidentielle aujourd'hui? Idriss Déby, c'est le partenaire sécuritaire. On a besoin de lui actuellement. C'est du franco-français. Idriss Déby, c'est l'armée française. C'est elle qui l'a accompagné au pouvoir en 90 et il y est encore. Et c'est quand même le seul pays qui a une armée aguerrie et c'était l'allié principal de la France dans la région. Mais vous dites quand même, ma franchise a beaucoup déstabilisé mes homologues africains. C'est calculé? C'est calculé. Je crois quand il dit à Ibeka, ton problème c'est ton fils, et il veut bien lui faire comprendre qu'un certain nombre de dossiers qu'il a entre les mains, notamment des dossiers sécuritaires et qui passent par son fils, empêchent le dénouement du... Ça avant le coup d'État. Hein. Oui, ça bien avant le coup d'État. Ça pose la question, vous l'évoquiez à l'instant, des autocrates. Est-ce que là-dessus, il est résigné, il a un peu lâché l'éponge? Il est dans la réelle politique, à mon avis. Il est de plus en plus dans la réelle politique. Je pense qu'au départ, il tenait un certain nombre d'autocrates à bout de gaffe. Il ne les invitait pas à l'Élysée. Et puis quand il voit que ces autocrates, ces présidents africains, ils ont le monde entier dans leur salle d'attente, il a bien compris que la marge de manœuvre au niveau de la diplomatie d'influence de la France, ce sont ces pays, ce sont ces autocrates qui votent encore comme un seul homme, très souvent aux Nations Unies. Et il ne peut pas se passer de ça. Et il est non interventionniste, il ne faut pas oublier. Il nous dit dans l'interview, moi, je ne vais pas faire comme mes prédécesseurs. Je n'irai pas déclencher une opération pour sortir un président Ce qu'on voit aussi, c'est que le truc d'Emmanuel Macron, c'est plutôt la société civile. Vous l'évoquiez tout à l'heure, moment marquant, mardi 28 novembre 2017, Burkina Faso, Emmanuel Macron présente ce que sera la politique africaine vis-à-vis durant son mandat. Il passe son grand oral devant un millier d'étudiants survoltés. La France va-t-elle assumer sa responsabilité en notant que vous-même, dans l'élimination jalouse de Kadhafi? Nous voudrions notre indépendance économique. Le franc CFA, nous voudrions le mettre dans notre passé. Et comme vous avez dit dans votre discours, il faut rompre avec le passé. Vous proposez à la jeunesse africaine un nouveau partenariat. Vous leur proposez d'être en marche vers un nouveau partenariat. Et ici, nous vous répondons, allons seulement. Mais allons seulement, attention à ceux qui voudront jouer les plus malins. Est-ce que c'est emblématique? Est-ce que, justement, on parlait de ces autocrates, est-ce qu'il il les met de côté en privilégiant la société civile?
Oui, il privilégie la société civile. Il s'appuie beaucoup aussi sur les opérateurs économiques. Par exemple, quand il va au Nigeria en voyage, les gens sur lesquels il s'appuie sont des grands businessmen nigérians parce qu'il veut promouvoir un nouveau récit de la réussite économique, du partenariat. Il est piégé parce qu'il reçoit quand même tous les autocrates. Il les reçoit régulièrement. Il a besoin d'eux, même quand les types ils sont mal élus, quand ils se maintiennent au pouvoir, ils changent les mandats, il finit par les féliciter. Simplement, il est de plus en plus, j'ai l'impression, il joue de plus en plus l'écho des savanes. Ça veut dire il s'intéresse de plus en plus à sa réélection en 2022 et on voit que là, de transformer quand même le sommet Afrique-France qui devait avoir lieu. Achille Bembe, il charge l'historien Achille Bembe d'organiser ce sommet sans les chefs d'État, avec la société civile. Ça veut dire au départ... Sans les chefs d'État, je pense qu'il y aura quelques chefs d'État. Oui, mais c'était quand même effectivement un sommet Afrique-France uniquement avec des chefs d'État et à cause du Covid, ça a été reporté et le sommet de Montpellier sera axé, en tout cas c'est présenté comme le sommet de la société civile, même s'il y a quelques chefs d'État. Mais c'est quand même un déplacement, on voit bien qu'on est dans une autre période. Pourquoi il va chercher Achille Bembe? C'est une voix critique, mais c'est quelqu'un avec qui on peut discuter. Et c'est quelqu'un qui pourra, à mon avis, convaincre ou arriver à une sorte de compromis sur, effectivement, on a fait des erreurs dans le passé, mais on va tourner une nouvelle page. D'ailleurs, les propos actuellement d'Achille Bembe vont dans ce sens. Mais il ne va pas chercher les activistes les plus virulents. On ne le verra pas discuter avec Kémy Séba, par exemple, le grand pourfendeur du franc CFA. On va conclure, comme votre livre, avec la diaspora africaine en France. Quand on l'interroge, les 3/4 estiment que l'égalité des chances n'est pas respectée. Plus de la moitié des personnes interrogées veulent être juste des Français. C'est ça le vrai piège africain de Macron? Il y a un problème. Il essaye de faire bouger les choses, mais il est dans un carcan aussi avec une administration et des castes et des inégalités. Il y a toujours un plafond de verre. Il y a toujours un plafond de verre. Il y a du mal à se mettre en œuvre. Un certain nombre de Français d'origine africaine, vous voyez dans la diplomatie française, vous n'avez pas beaucoup de Français d'origine subsaharienne ou maghrébine. Vous ne les avez pas non plus à Bercy, à des très hauts postes. Est-ce que d'un mot pour conclure, la politique africaine d'Emmanuel Macron a vocation à se métaboliser, à évoluer? Je pense qu'elle a donné des résultats à moyen terme. Je pense que c'est l'Afrique qui évolue, c'est l'Afrique qui se mondialise, c'est l'Afrique qui va faire bouger la France. C'est pas la France qui va faire bouger l'Afrique, c'est l'Afrique qui va faire bouger la France. Le piège africain de Macron, du continent à l'Hexagone. Antoine Glaser, Pascal Hérault, merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes.